Bonjour, alors aujourd'hui le Villard prend l'air à Louvain-la-Neuve et une fois n'est pas coutume, nous ne recevons pas un invité mais deux. Nos invités exceptionnels sont Maricel et David Mendes Yepes qui ont conçu et qui interprètent le spectacle Record d'art, c'est Vivre à nouveau. Et alors ils vont nous parler de leurs parents, Victor et Isabelle, opposants politiques au Pérou qui ont émigré ici d'ailleurs à Louvain-la-Neuve dans les années 80. Mais aussi, ils vont nous parler de leur lutte et de leurs espoirs. A tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes à Louvain-la-Neuve, dans un auditoire un peu particulier, en compagnie de Maricel et David Mendes Yepes. Donc vous êtes les interprètes et les concepteurs du spectacle Record d'art, c'est Vivre à nouveau, qui aura été joué ici à Louvain-la-Neuve. Ici, donc, c'est un auditoire qui est au nom de votre papa, dont on va parler, mais aussi on va aussi parler de votre maman. Votre papa et votre maman qui étaient des opposants politiques au Pérou, dans les années 70. C'est d'ailleurs là, je pense, qu'ils se sont rencontrés. Et je propose peut-être d'un peu nous parler de ça. C'est quand même un peu particulier d'être opposant politique sous un régime militaire dictatorial. C'est d'abord excessivement dangereux. Et dans votre pièce, vous racontez un peu leur rencontre comme une espèce de bohème, mais à la fois dans un contexte extrêmement hostile et en même temps très joyeux, j'ai l'impression. Tout à fait. Ils se sont rencontrés donc, dans les années, début des années 70. Ils étaient très jeunes. Notre père est rentré à 16 ans à l'université, 15 ans. Il est né en 53. En 53, il est né à 15 ans, je pense. Il est rentré à l'UNIF. Ils se sont rencontrés à ce moment-là. Et ils ont vite milité ensemble, pas seulement parce qu'il y avait un régime dictatorial, mais aussi parce qu'ils voulaient transformer le réel. Et donc, ils avaient aussi beaucoup d'ambition pour la société post-dictatoriale. Pas seulement un état de fait, mais essayer de transformer le réel et de créer une société plus harmonieuse, plus égalitaire, plus juste. Et c'était un amour dans la lutte. À l'époque, le Pérou était dirigé par Morales avec une dictature militaire. C'était vraiment dangereux, la lutte. Enfin, quand on parle de lutte aujourd'hui, chez nous, on ne parle quand même pas de la même chose. Non, clairement, en fait, à partir de 1975, la dictature militaire s'est durcie avec Morales Bermúdez. Et là, nos parents ont dû passer dans la clandestinité. Donc, ils vivaient dans une toute petite chambre, minuscule, une chambre de bonne, comme on dit, avec un lit superposé. Donc, ils étaient mariés, c'était ça leur maison, quoi. Ils n'avaient même pas assez de place pour une armoire ou quoi. Et ils étaient très heureux. Maman, elle dit que c'était les années les plus belles de sa vie. Ouais. Ils allaient voir dans les usines, ils allaient former des syndicats et puis ils faisaient beaucoup de ce qu'on appellerait maintenant de l'éducation populaire peut-être. Parce que leur but, maman, elle dit ça, c'est de former à l'autonomie. Pour autant qu'on puisse former quelqu'un à l'autonomie, mais en tout cas, c'était vraiment ça leur rêve, c'était qu'il y ait que des ouvriers, des campesinos. Papa, il voyageait dans tout le Pérou pour aller à la rencontre des personnes, des populations et organiser comme ça un mouvement social, disons. Et vraiment, c'était un rêve et c'était un rêve qu'ils vivaient tout le temps, tout en cachant leur identité. Donc, ils avaient des surnoms, plusieurs surnoms, et voilà. Et puis la démocratie est arrivée au Pérou. Ils ont émigré en Belgique en 1986, non pas pour fuir un régime, puisqu'il n'y avait plus ce régime dictatorial. Il est revenu après. C'est d'ailleurs sans doute la raison pour laquelle ils n'ont pas pu retourner comme ils l'avaient prévu au Pérou. Ils sont revenus en fait pour se former le cerveau, pour faire des études, pour faire un doctorat. Ils sont arrivés ici, à Louvain-la-Neuve. Comme beaucoup d'intellectuels latino-américains, faire un doctorat, ce n'était pas possible dans leur pays. Donc au Pérou, il n'y avait pas d'école doctorale à ce moment-là. Et donc pour devenir docteur, devenir professeur d'université, il fallait se former à l'étranger. Parce que la lutte, elle passe aussi par là. Tout à fait. Et aussi parce qu'ils avaient vu les différentes formes de lutte, ils avaient vu ce que pouvait générer la lutte armée, ils avaient vu ce que pouvait générer d'autres formes de lutte, et ils étaient convaincus qu'ils n'avaient pas les outils nécessaires pour transformer le réel. Et donc ils sont venus faire un doctorat, je pense, avec un peu de naïveté, en pensant que dans l'étude, ils allaient trouver les réponses pour transformer la société. Pourquoi un peu de naïveté? Parce que je pense que c'est... Je pense qu'on peut étudier beaucoup, mais que malheureusement, transformer le réel...
créer un rapport de force favorable à une société plus harmonieuse passe pas que par des bonnes idées, malheureusement. Ce serait génial. Hein. On va encore parler des luttes. Donc ici, on va quitter cet auditoire, qui est un auditoire au nom de votre papa, hein, Victor Mendez. On va voir d'ailleurs sûrement dans les images son portrait. Ici, on va quitter cet auditoire et on va un peu se balader à Louvain-la-Neuve, qui est quand même l'endroit où vous avez grandi, pour continuer à parler des luttes. On y va ? Aujourd'hui, le Villard prend l'air à Louvain-la-Neuve. Nous sommes en compagnie de David et Maricel Mendes-Yepes, qui sont les concepteurs et interprètes du spectacle Recordar, c'est Vivre à nouveau. Et alors aujourd'hui, on évoque vos parents, hein, principalement, donc Isabelle et Victor. Et on évoque leur parcours d'opposants politiques au Pérou, dont on a déjà un peu parlé, et puis leur arrivée en 86, ici, à Louvain-la-Neuve. Donc ça fait vraiment sens hein, d'être à Louvain-la-Neuve, c'est vraiment la terre sur laquelle ils sont arrivés, dans une ville assez nouvelle hein, à l'époque, 86, Louvain-la-Neuve était encore une toute nouvelle ville, pour se former, hein, pour faire un doctorat, avec l'intention de retourner après au Pérou, on va laisser passer le jogger. Et puis ils font, enfin en tout cas ils suivent les cours, enfin ils font ce doctorat, ils arrivent à l'UC Louvain. Et il y a quand même deux événements qui se produisent pendant qu'ils sont ici. Un premier événement, eh ben, c'est que Fujimori prend le pouvoir en 90 ou en 91. 90. Et que votre tante se fait emprisonner dans des circonstances particulières. Peut-être vous pouvez raconter ça. Donc, c'est le moment où au Pérou, il y a le Sentier Lumineux depuis les années 80. Donc le Sentier Lumineux, ce sont des opposants politiques communistes, mais assez violents, c'est ça ? Oui, tout à fait, donc qui utilisent la lutte armée. Voilà. Voilà ce qu'ils appellent la lutte armée, mais donc effectivement avec des attentats, mais aussi et surtout des violences contre les populations civiles, surtout dans la Cordillère des Andes et dans l'Amazonie. Et notre tante, en fait, elle était enseignante. Et elle était amie avec une personne qui un jour lui a demandé de garder des caisses pour elle parce qu'elle se séparait de son conjoint et qu'elle devait quitter la maison avec ses enfants. Et donc elle a juste demandé de garder des tentes pendant quelques temps, quelques jours, quelques semaines, de garder des caisses pendant quelques semaines, le temps qu'elle puisse trouver un logement. Et dans ces caisses, David aime bien raconter cette partie-là. Non mais je voulais clarifier, donc le Sentier Lumineux, c'était pas un mouvement d'opposants, c'était un mouvement qui considérait que la fin justifiait les moyens. C'est ça. Et donc qui avait comme fonction de détruire l'État capitaliste, coûte que coûte. Par la violence. Par la violence. Et d'ailleurs, ce que disait le mantra du leader du Sentier Lumineux, c'était de dire que la révolution coûterait 1 million de morts, le quota de 100. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien distinguer. Et vos parents, bien qu'étant opposants politiques, étaient encore plus opposés au Sentier Lumineux. En fait, ils étaient pris entre deux feux. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait une critique à l'autoritarisme, aux exactions de l'État, et de l'autre côté, il y avait une confrontation à des personnes qui considéraient que la fin justifiait les moyens. Et donc, encore une fois, dans la pièce, c'est ce qu'on fait. Nous, on est une grande critique envers les dirigeants du Sentier Lumineux. Pas forcément envers des personnes qui ont cru que c'était une solution, notamment dans les Andes péruviennes, il y a des gens qui étaient confrontés à des violences terribles de l'armée, de la police, même des États-Unis, et qui voyaient dans le Sentier Lumineux une alternative qui permettait de se défendre. D'ailleurs, le Sentier Lumineux a commencé en défendant certaines populations face aux militaires. À eux, on n'a aucune leçon de morale à donner. Enfin, en fait, on n'est pas là pour faire des leçons de morale, mais l'idéologie du Sentier Lumineux n'était pas une idéologie ni révolutionnaire, ni d'opposition, c'était une doctrine dogmatique, violente, qu'on a retrouvée malheureusement dans d'autres parties du globe. Et pour revenir à l'histoire de votre tante, il se fait que les caisses, elle les a stockées chez vos parents, enfin dans l'appartement de vos parents, c'est ça ? Et il se fait que dans ces caisses, on a retrouvé des documents laissant à penser que votre tante appartenait au Sentier Lumineux. Tout à fait, en fait, donc cette amie... Et donc impossible pour vos parents de retourner au Pérou. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Notre tante était, c'est quand même important de le préciser, pas du tout politisée.
Elle, contrairement à nos parents, ne s'intéressait pas à la politique et donc elle ne savait pas ce qu'il y avait dans les caisses. Comme les caisses ont été retrouvées dans l'appartement de nos parents, eh ben, ils ont dû rester en Belgique. Résultat, vos parents étaient condamnés, entre guillemets, à rester en Belgique et n'ont pas pu faire ce pourquoi ils étaient venus, à savoir se nourrir intellectuellement pour retourner et continuer la lutte au Pérou, mais ils sont devenus professeurs d'université ici. Enfin, pour votre maman, elle est devenue professeure à la fac de sociologie, c'est ça? C'est ça, donc en la faculté ESPO, à l'Institut d'études du développement. Et votre papa, il est devenu professeur d'espagnol au Centre des langues où nous étions tout à l'heure. On va continuer notre balade, mais on va parler un peu plus de vous et de vos luttes à vous. Ça vous va? D'accord. Aujourd'hui, le Villard prend l'air à Louvain-la-Neuve et nous sommes en compagnie de Maricel et de David Mendes Yepes. On a discuté déjà de vos parents, Isabelle et Victor, opposants politiques au Pérou, qui ont émigré ici à Louvain-la-Neuve. Maintenant, on va parler un peu de vous. Mais ici, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que tous les endroits où on se balade ici à Louvain-la-Neuve, c'est vous qui les avez choisis, qui nous les avez proposés, parce que c'est à chaque fois des endroits qui font sens pour vous. Et ici, où est-ce qu'on est d'abord? Parce que moi, c'est un endroit où je n'étais jamais passé à Louvain-la-Neuve. Pourtant, je l'ai pas mal arpenté. Donc ici, on est on est à Locaille et on est à l'endroit où on a grandi, donc un des endroits où on a grandi. C'est ça. Et où on fêtait nos anniversaires. Parce que là, on a toujours habité dans des espaces tout petits quand on était jeunes. Ouais. Oui, des appartements d'abord de l'université, parce que nos parents faisaient un doctorat. Et puis ensuite, ici, c'était à un couple qui louait des appartements surtout à des étudiants étrangers. Et donc on vivait là et nos parents, en fait, quand ils fêtaient nos anniversaires, ils avaient un logement qui était trop petit pour inviter beaucoup de personnes. Et au lieu de se restreindre au niveau des invitations, ils fêtaient nos 2 anniversaires en même temps. Ils invitaient les 2 classes et on le faisait dehors. Et c'était ici? C'était ici. Et pour nous, c'était important parce qu'à Louvain-la-Neuve, il y a beaucoup d'espaces comme ça qui peuvent être des espaces partagés dehors. Ouais, c'est vrai. Plein de petites places partout. Et qu'on peut occuper. Et pour moi, c'est quelque chose de très important et aussi politique d'occuper l'espace public. Tout à fait. Et qu'il y ait des espaces qu'on peut occuper gratuitement, qui sont à tout le monde. Et qui sont piétonniers. Donc on peut laisser les enfants courir. Tout à fait. Voilà. Et toi, Maricel, puisqu'on parle de toi, tu habitais ici à Louvain-la-Neuve, et puis quand tu as fait tes études supérieures, tu es resté à Louvain-la-Neuve et tu es devenu médecin. Non, en fait, je ne suis pas restée à Louvain-la-Neuve. Non, mais tu es resté à l'UC-Louvain. Oui, c'est ça. Mais donc j'ai étudié à Bruxelles, et puis après j'ai étudié à Anvers parce que j'ai étudié la médecine tropicale. C'est ça, pour pouvoir étudié à l'ULB aussi. À MSF. Pour travailler, à MSF. Et donc là aussi, on sent la fibre familiale de la lutte. J'imagine que le fait de vouloir travailler à MSF, c'est aussi une manière de lutter. Tout à fait. En fait, oui, et puis oui, tout à fait. Moi, mon rêve, je suis devenue médecin parce que je voulais, quand j'étais petite, j'avais des rêves d'enfant, je voulais travailler avec des enfants soldats et donc je voulais travailler dans des conflits armés. Ce que j'ai fait, finalement, pas avec des enfants soldats, mais quand même, j'ai travaillé en Irak et au Sud-Soudan dans des conflits armés. C'était pour ça que j'avais étudié la médecine et donc je suis heureuse de l'avoir fait. Et c'est aussi, c'est aussi une forme de lutte. Après, l'action humanitaire, ça a des limites, comme toute forme de lutte. Lesquelles? On agit à un moment donné avec aussi beaucoup de moyens, parfois sans vraiment tenir assez bien compte de la réalité de terrain, des acteurs, des actrices de terrain qui sont déjà là. Il y a quand même une vision assez européenne. On agit d'une certaine manière à un moment. Alors, dans des moments très aigus, comme moi j'ai été dans des conflits qui étaient en train de se dérouler, c'est utile parce qu'on a une certaine neutralité. Mais quand ça dure, en fait, on respecte pas bien, je trouve, parfois les communautés locales, la société locale et leur manière de s'organiser.
on vient avec plus de moyens et parfois sans vraiment être tout à fait au courant ou prendre le temps d'analyser bien la situation. Et c'est la raison pour laquelle tu as décidé d'arrêter MSF ou bien parce Alors, que c'était trop éprouvant? Enfin, ah t'as non, quand même fait 6 ans. Oui, non, j'ai adoré. Moi, je suis très convaincue de la nécessité d'agir dans des crises très aiguës. Très bon. Mais j'ai eu un enfant, voilà. C'est ça. Donc, c'était plus possible d'aller dans des zones de conflit à ce moment-là. C'est ça. J'ai encore travaillé pendant le Covid en Belgique avec MSF. Là aussi, c'était une crise un peu aiguë au début, quoi, les premiers mois. Et puis maintenant, je travaille en Belgique, quoi, en maison médicale. Et tu fais du théâtre. Et voilà, depuis quelques mois, je fais du théâtre. On va continuer à prendre l'air et on va parler un peu de ton frère, David, et de ses combats parce qu'il en a pas mal non plus. On se quitte, où il y avait la piñata ici, c'est ça, hein? C'est ça, il y a la piñata. Donc ici, il faut imaginer, ici, il y avait un arbre, il y avait la piñata, Sur il y la avait, taque 60 d'égout. gamins, il y avait un barbecue qui a disparu, il y avait tous les parents Et d'élèves la qui étaient là. piñata, c'était une tradition C'était- péruvienne, enfin sud-américaine. Sud-américaine, et c'était Ouais. surtout Qui à un l'époque n'était pas rassemblement. encore arrivé. Pas du tout, pas du c'était- tout. c'était- vous C'était pas, étiez- pas du tout à la mode. Vous deviez être les seuls à faire la Ah piñata. oui, C'est ça. clairement. Et donc c'était Ça un devait peu une être fête, incroyable c'était pour une les fête autres c'était une enfants. fête de C'est quoi ce l'école truc? bis. En fait, il y avait toute l'école qui était là. Ah ouais. Nos parents n'avaient pas un bal, mais c'était la plus grosse fête. Donc tout le monde attendait l'anniversaire de Maricel et David. C'était très chouette. Super. J'imagine que les bonbons, découvrir une piñata pleine de bonbons pour les autres enfants, ça devait être miraculeux. Tout à fait. Le Villard prend l'air, ici à Louvain-la-Neuve, en compagnie de Maricel et David Mendes Yepes. Ils nous ont raconté l'histoire de leurs parents, Victor et Isabelle, opposants politiques au Pérou et puis qui ont immigré ici à Louvain-la-Neuve. On a parlé un peu du parcours de Maricel, qui est médecin. On va maintenant parler du parcours de David. Mais avant ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est vous qui avez choisi les lieux, ici à Louvain-la-Neuve où on allait. Ici, on est au Placette, en face du centre Placette. Pourquoi vous avez choisi ce lieu? C'est ici qu'on a grandi. C'est Ah, ici voilà. que pendant des années, on passait nos 2 mois de vacances parce qu'ils Ok. faisaient des super stages qui étaient très démocratiques, je pense même gratuits. Et donc, il y avait beaucoup d'enfants de personnes immigrées, d'enfants d'étudiants étrangers qui venaient. Et c'était ici qu'on voyageait, en fait. Notre imaginaire s'est créé dans les stages. On bricolait, on dansait, on chantait. Je pense que si je fais de la musique aujourd'hui et maintenant du théâtre, c'est en partie grâce au Placette. Donc toi, après, une fois que tu as eu fini tes humanités, donc ici à Louvain-la-Neuve, tu es resté à Louvain-la-Neuve pour faire tes études supérieures. Tu es devenu économiste et c'est Sciences Po aussi que tu as fait. Non, j'ai fait un diplôme en éthique. Ah Éthique ouais. économique et sociale. Voilà, c'est ça. Et puis après, une fois que tu as eu fini tes études, alors d'abord pendant les études, tu es devenu président de la FEF. C'est aussi comme ça que tu t'es vraiment plongé pleinement dans la politique. Ça devait être une expérience incroyable quand même. C'était une expérience intense, Donc FEF, incroyable. la Fédération des étudiants francophones. Et avant ça, l'AGL, qui est l'Assemblée des étudiants de Louvain. C'est ça. C'était intense, c'était beau, on a gagné de belles victoires. C'était intense parce qu'à ce moment-là, le mouvement étudiant était très divisé. Et donc moi, j'ai tenté de le rassembler, de le rendre un peu plus, j'essayais en tout cas plus ouvert sur lui-même et sur les autres. Et maintenant, voilà, après ça, j'ai travaillé pendant 4 ans au Centre national de coopération développement. Tout à fait. Et puis quand ça a commencé à marcher la musique, j'ai quitté ça. Oui, mais attends, je va pas si vite. D'accord. Je reviens en arrière. Donc tu as été président de la FEF. Tu aurais pu devenir ministre ou homme politique. Enfin, ça n'aurait pas été très compliqué. Tu avais tout le carnet d'adresses qu'il fallait, toutes les ouvertures qu'il fallait. Tu étais militant quand même, politique, plutôt de gauche, hein, on peut le dire. Oui, oui, on peut le dire. Jamais Et- dans un parti. Jamais dans un parti. Progressiste, c'est certain. Oui. Mais alors, ce que tu as fait, il y a maintenant, enfin en 2015, 2014-2015, tu as été un des initiateurs du mouvement Tout autre chose, qui quand même à son époque a fait beaucoup de bruit. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi tu as fait ça et pourquoi tu t'es engagé là-dedans plutôt que de t'engager, je veux dire, dans un parti politique, ce qui aurait été quand même un parcours, on aurait dit, plus évident par rapport à tes études et par rapport à ta militance. C'était très cohérent avec ce que j'avais fait avant, c'est-à-dire c'était un engagement citoyen, un engagement non partisan, politique mais apartisan. Ouais. Et c'était la volonté d'influencer l'opinion publique plus que les partis. Moi je disais à l'époque que c'est la demande populaire qui crée l'offre politique. Si les gens veulent des choses, les partis vont s'adapter. C'est faux de croire que les partis créent l'agenda politique, c'est les gens qui le créent.
Après voilà, j'ai fait ça pendant Mais tu dis, à certain l'époque, temps. je croyais ça, tu n'y crois plus? Non, je pense que transformer le réel et la société, c'est pas facile. Ouais. Je pense que ça demande beaucoup de variables. Et je pense que moi, à un moment, j'en ai eu un peu marre d'essayer de convaincre. Et en faisant de la musique et du théâtre aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je pose des questions plus qu'autre chose. Évidemment qu'il y a un point de vue. Notre pièce est très clairement politiquement située. Mais il y a l'envie de parler aux gens de manière sincère, sans aucune forme de supériorité morale. Ouais. Voilà. Ce qui n'est pas le cas dans la politique, selon toi? Moi, je pense que la politique transforme. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont été dans le mouvement étudiant avec moi et qui sont devenus députés, ministres maintenant. Je pense qu'ils transforme en négativement, tu veux dire? Je pense oui, je pense que je me pose la question de quel type d'individu crée notre système politique. C'est ça. Et j'ai quelques doutes sur la pertinence parfois de ce que ça peut faire sur les gens. Je ne pense pas que tout seul, on peut changer un système très compliqué à changer. Ouais. Et donc tu dis que du coup tu fais du théâtre et de la musique. D'ailleurs là on est juste en face du théâtre Bloquerie. Vous avez joué Record d'Art. Et donc c'est là maintenant que se passe ta lutte à toi? Ma lutte, elle se passe en tout cas à un espace où pendant 1h15 ou 1h30, on partage quelque chose de manière sincère avec des gens. Et évidemment qu'on insuffle une vision de la vie. Mais je sais que pendant 1h15, ça a existé et que ça ne changera pas. Ouais. Que ça, c'est quelque chose qu'on a vécu et que je ne leur ai pas menti. Ce qui me gênait dans mon travail précédent, notamment au CNCD 1111, ce que j'ai adoré, hein, je passais ma vie à convaincre les organisations, les syndicats, les mutuelles, les citoyens, les partis politiques de se mobiliser, l'importance de transformer la société. Et en fait, j'étais fatigué parce que je pense que mon rôle, c'est plutôt de manière sincère, adresser un propos qui est évidemment politique, éminemment politique. Mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là, ce que je vis avec les gens est sincère et ils nous le rendent beaucoup. Cette pièce a permis des rencontres fabuleuses. Il y a des gens qui sont venus des Pays-Bas, du Luxembourg, de France voir la pièce. Donc la pièce, c'est Record d'Art, c'est Vivre à nouveau. C'est Vivre à nouveau. Et pas que des Latino-Américains, des gens qui ont souffert quelque chose de semblable que nous, mais qui s'approprient le théâtre. Et il y a des gens des quartiers qui sont venus aussi. Et c'est pour ça que c'est très émouvant d'être ici avec toi et ma sœur. À Louvain-la-Neuve. Parce que c'est dans ce quartier-ci qu'on a grandi. C'est au Placette qu'on allait faire nos stages. C'est là, juste un peu plus bas qu'on habitait. C'est Locaille, c'est l'endroit où il y avait beaucoup de familles d'origine étrangère. Et ce qui est fou, c'est qu'en ayant vécu ici pendant des années, on n'est jamais rentré là. Pour nous, le théâtre, c'était pas pour nous. Et je me rappelle qu'au moment où mon père et ma mère ont basculé dans la classe moyenne, donc ils ont tous les deux travaillé pour l'UCL, on est passé d'un mini-cote à une vraie maison. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'on ne va pas au théâtre? Et ma mère m'a dit, et mon père m'a dit, en fait, nous, on n'y va pas parce qu'on ne comprend pas. Et vous ne comprenez pas quoi? On ne comprend pas très bien ce qu'ils disent, le français, mais aussi leur code. Et donc, c'est très fort symboliquement que nous, maintenant, on fasse une pièce de théâtre, qu'en plus on fasse venir des gens au théâtre dans notre quartier, dans lequel on n'allait jamais. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu là maintenant, et je pense que ce que le Bloquerie fait maintenant, le Villard, le Rideau surtout, qui nous a coproduit, comme tu sais, il faut faire trembler, il faut faire transpirer les murs. L'enjeu maintenant, c'est comment est-ce que les citoyens qui n'ont pas la sociologie de base que le théâtre touche, puissent s'approprier ces espaces publics qui sont en fait des espaces qui appartiennent à tous les récits. C'est vrai. Merci, on va terminer là-dessus, parce qu'on a déjà dépassé, mais c'est pas grave. Merci beaucoup. Peut-être juste citer le site et le projet, parce que le site il est lié aussi à ton projet musical. Juste le citer. chicosimendes.com/recordar. Là, on aura toutes les infos de la suite. On espère éditer le texte, on espère enregistrer les chansons. Et on espère revenir bientôt au Villard aussi. Merci David, merci Marie-Celle pour cette balade et à bientôt. À bientôt. À bientôt.